Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui d'un film qui met en scène une fouille archéologique, celle de Sutton Hoo à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le film The Dig de Simon Stone. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Deezer, Spotify, iTunes, etc. en vous rendant sur le site paroledhistoire.fr ou dans votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci et très bonne écoute. Je suis avec Quentin Rochet, qui est archéologue médiéviste, qui travaille à Archéodoneux dans l'archéologie préventive et rattaché au laboratoire UMR 5138 ARAR, archéologie, archéométrie, c'est bien ça ? C'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce film visible sur Netflix, The Dig, qui est un film tout à fait intéressant et qui met en scène un moment archéologique absolument majeur dans les îles britanniques et plus largement pour la discipline archéologique, qui sont ces fouilles de 1938-39 en Angleterre, dans le Suffolk, qui ont permis de découvrir ce qu'on appelle le trésor de Sutton Hoo. Peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film, au-delà même du fait qu'il met en scène l'archéologie ? Est-ce que c'est un film qui vous a intéressé, qui vous a plu ? Alors le film est très sympathique et puis surtout il est surprenant dans le paysage cinématographique parce que des films qui évoquent l'archéologie ou même plus largement surtout la chasse au trésor, il y en a énormément. Mais quand j'ai cherché un peu à réfléchir aux films qui donnaient à voir des fouilles archéologiques, dans ceux que j'avais pu voir ces dernières années ou même sur la longue durée, en fait ça n'existe pas. Et ce film est vraiment intéressant parce qu'il parle plus de la fouille archéologique finalement que du trésor. Il parle de l'ambiance autour. Et il s'en sert de prétexte pour construire une histoire, mais qui est vraiment intéressante pour l'aspect de la fouille plus que pour le trésor, et c'est là que ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, le personnage principal du film, joué par Ralph Fiennes, Basil Brown, c'est un peu l'anti-Indiana Jones, même si les films Indiana Jones sont très divertissants, et sans doute plus d'un archéologue les a vus, et a une petite nostalgie plus ou moins avouée pour eux. Il faut bien dire que là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. C'est aussi, moi j'ai trouvé un assez beau film sur le temps qui passe, sur ce qui reste de nous une fois qu'on est mort. C'est un film dont l'action se situe en 1939, au moment où la guerre va arriver. Alors c'est inspiré d'un roman de John Preston, paru en 2017, du même titre, le film de Simon Stone. C'est aussi un film qui n'est pas que sur l'archéologie, c'est un film assez sensible, sur le passage du temps, le rapport à la mort. Il y a une scène où Basil Brown a mal étayé sa tranchée, ou pas encore étayé sa tranchée de fouille, et il est enseveli vivant, et finalement il rejoint les objets archéologiques dans la quasi-tombe. Donc il y a quelque chose d'assez fort aussi dans ce film, humainement. Et le parallèle avec la mort, il est tissé en fait tout le long du film, et la scène à laquelle vous faites référence, elle montre vraiment ça, parce qu'on a une, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui vont le voir, on a une vue de dessus où on a le dégagement du corps de Basil Brown qui est en cours, qui est dans une position quasi fétale, et vraiment on est en train de montrer une sépulture quasiment en cours de fouille. Donc on a cette métaphore qui est tissée tout le long, qui est tissée sur le cours des personnages. Et le fait qu'ils aient choisi une tombe, on pourrait s'attendre, d'habitude la tombe quand elle est mobilisée dans l'archéologie, c'est pour son trésor. Là, elle est mobilisée pour signifier la place de la mort, la place du passé dans le présent, qui est une formule qu'on utilise souvent pour l'archéologie, et la façon dont la mémoire, dont on a une continuité dans ces séquences. Et c'est une métaphore qui est assez légère, elle n'est pas lourde tout le long du film. Elle est renforcée évidemment par le climat de 1939, de cette approche de la guerre, avec un personnage qui va être appelé sous les armes dans la RAF, avec la présence d'avions qui survolent en s'entraînant, même un avion qui s'écrase pas loin. Donc c'est aussi quelque chose en filigrane, c'est un film dans une ambiance un peu mortifère, avec la guerre à l'horizon, et du coup il faut se dépêcher de ressusciter le passé avant que la guerre arrive, donc ça contribue à cette ambiance. D'ailleurs il y a une pression, quand on regarde le film, on a l'impression que que ça se passe sur une durée très très courte. On a l'impression qu'il commence à fouiller, que la découverte a lieu assez vite, que l'urgence de la guerre est là, elle est évoquée dès le début, dès les échanges avec les personnes du muséum d'Ipswich, qui veulent que Basil Brown revienne pour fouiller une villa gallo-romaine qu'ils sont en train de fouiller plutôt que de perdre son temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour aller fouiller dans la guerre. Alors c'est une astuce scénaristique, quand on regarde dans le détail, les fouilles de Sutton Hoo, elles se sont déroulées elles ont commencé à être envisagées avec des discussions avec le muséum d'Ipswich en 1937. Il y a une première séquence qui s'est déroulée en 1938, et puis enfin la séquence de la fouille du tertre principal, du tertre numéro 1, donc de cette tombe royale, en 1939. Et d'ailleurs c'est assez criant cette différence entre le film, où on a l'impression quand même que cette pression est là, et quand on regarde les photos très nombreuses, on aura l'occasion d'en parler plus tard je pense, du champ de fouille, du site de fouille, des équipes en train de travailler, il y a une nonchalance, il y a une joie qui se dégage des photos.
qui est pas du tout ce qu'on imagine de 1939. Et bon, ça pose aussi la question de à quel point cette impression de la guerre est vraiment juste un ressort scénaristique et pas une réalité derrière. Mais finalement, c'est pas grave parce que ça ne nuit pas au propos sur l'aspect archéologique et sur la fouille elle-même. Vous avez dit au début, c'est pas un film sur un trésor, et une des choses les plus frappantes quand on a ne serait-ce que vu rapidement à quoi ressemblait le trésor de Sutton Hoo, qui est aujourd'hui vraiment une des pièces maîtresses du British Museum, c'est que ce trésor n'est pas filmé. On s'attendrait à voir, quand on connaît le trésor de Sutton Hoo, on a ce casque extraordinaire, casque funéraire ornementé anglo-saxon, il apparaît pas dans le film. C'est un choix, évidemment, hein, ils auraient pu le mettre, ils choisissent de pas le mettre. Ça dit quelque chose aussi du projet du film, qui n'est pas une chasse au trésor. Ce qui est d'autant plus étonnant qu'en règle générale, quand on parle d'archéologie au cinéma, on parle d'archéologie pour parler de trésors. Et en fait, on parle de trésors et pas d'archéologie, puisqu'on parle pas des techniques, on parle pas de ce que ça nous apporte pour la connaissance des sociétés passées, mais on parle d'appât du gain, on parle de pillage, etc. D'ailleurs, on parlait d'Indiana Jones tout à l'heure, un petit détail qui fait sourire tout de même dans ce film, c'est le fait que Basil Brown, quand on regarde les photos, porte un béret, et que dans le film il porte un fedora, alors qui est abîmé pour montrer que bon, c'est un archéologue amateur, c'est quelqu'un d'un peu usé, mais c'est quand même le chapeau d'Indiana Jones qu'il a sur la tête, et c'est pas un détail anodin, je pense, il est complètement conscient. Ce trésor, on le voit pas, alors qu'il est important pour l'archéologie. Il faut imaginer que dans l'archéologie anglaise, Sutton Hoo, c'est l'équivalent de Toutankhamon, c'est l'équivalent des grandes tombes princières scandinaves, c'est la découverte par excellence. C'est un site qui est pas très connu pour le public francophone, mais il faut imaginer, je sais pas, c'est l'équivalent pour le public anglais de ce que peut être la princesse de Vix en France. Donc une découverte ancienne, mais qui a quand même une place dans l'imaginaire qui a été médiatisée. Ou, pour prendre un exemple de la préhistoire, c'est un peu la grotte de Lascaux, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a une résonance, qui a fait l'événement, qui est vu par des millions de visiteurs chaque année au British Museum, donc voilà, c'est quelque chose qui a une présence très très forte. Et là, du coup, ils arrivent quand même à faire un film autour de ça, sans que la focale soit mise sur le trésor. Alors les objets, on les voit un petit peu, mais finalement on les voit quoi ? On les voit en prétexte à mettre en scène leur découverte. Donc on les voit pour ce que ça donne à voir des personnages qui réagissent, qui les mettent au jour, et on les voit pour les enjeux de conservation après. Il y a tout un enjeu dans le film de qu'est-ce qui va advenir de ces objets, qui va en avoir la garde, qui va les mettre en valeur, qui va les mettre à disposition du public, et finalement ça s'arrête là. Et c'est quelque chose qui est assez génial. Il y a quand même un aspect, c'est que c'est vrai que pour nous, le trésor de Sutton Hoo, il se limite au casque. Enfin, pas il se limite au casque, mais c'est le premier objet qui nous vient en tête. Une des raisons pour lesquelles on le voit pas dans le film, c'est aussi une raison de réalité historique, c'est que le casque n'est pas reconstitué à ce moment-là. Sutton Hoo, c'est des éléments en or. Alors on a bien sûr des monnaies, on a la partie supérieure d'une bourse très ouvragée, enfin on a des choses très très belles et qui sont visibles dès qu'elles sortent de fouille. Le casque il est dans des alliages métalliques qui se corrodent, donc il est beaucoup moins lisible pour le public, et quand il sort il est en plein de fragments. Et on voit uniquement, le seul bout qu'on voit, c'est peut-être le seul bout qui est reconnaissable, c'est le nasal avec les arcades sourcilières, qui est et puis la forme de la bouche qui est posée à un moment donné sur le plateau, et c'est le seul moment où on le voit. Mais le public, lorsque le trésor est présenté pour la première fois au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ne connaît pas ce casque non plus. Il va découvrir les autres objets, mais le casque, il va falloir plusieurs décennies pour qu'il soit reconstitué et présenté et qu'il prenne la place qu'il a dans l'imaginaire sur ce trésor. Peut-être qu'il faut dire un mot du contexte initial du site. Qui était le personnage enterré à Sutton Hoo ? Qu'est-ce qu'on sait de la société qui l'a enterré ? Alors, le personnage enterré à Sutton Hoo, il y a une hypothèse qui est très très souvent écrite sur le fait que ce soit Raedwald, roi d'Est-Anglie, mort en 624 si je dis pas de bêtises, qui est notamment basé sur deux éléments: le fait que ce soit un individu qui est connu parce qu'il est mentionné par Bède le Vénérable dans son histoire ecclésiastique des Anglais, et puis aussi parce qu'il a une de ses résidences royales qui est située à relativement peu de distance de Sutton Hoo. C'est une période qui est charnière aussi parce que, et c'est pour ça que Bède le Vénérable en parle, c'est une période de christianisation des Saxons. Finalement, pour l'archéologie, c'est pas très intéressant, ça peut pas être choquant de dire ça. C'est pas le plus important d'arriver à identifier l'individu. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte culturel, socio-économique dans lequel il s'inscrit, qui est celui justement de cette Angleterre du Haut Moyen Âge qu'on appelle les Dark Ages dans l'historiographie anglaise, qui correspond à la séquence qui s'ouvre au 5e siècle avec l'arrivée, si on suit l'historiographie et Bède le Vénérable, des Angles et des Saxons, en fait une multitude de groupes en Angleterre, et qui se finit en fait, ou en tout cas qui a un coup d'arrêt final au moment de la conquête d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, avec des choses qui se passent au milieu évidemment, mais on est sur un élément qui est central dans l'histoire anglaise,
qui est d'importance pour l'histoire anglaise et pour l'historiographie anglaise, parce qu'en fait, jusqu'aux années 70-80, c'est nos ancêtres les anglo-saxons. Là où en France, on allait fouiller des Gaulois parce que l'idéologie dominante donnait les Gaulois comme ancêtres des Français actuels, on a la même chose avec les anglo-saxons qui auraient, et c'est aussi parce que c'est une période où on a peu de sources, donc avant que l'archéologie vienne répondre, on s'est basé sur les textes d'époque, notamment le texte de Ben le Vénérable qui est du 8e siècle, ou des textes d'auteurs britons, donc qui ont une vision très critique sur les anglo-saxons, et qui ont imaginé que les anglo-saxons avaient écrasé les peuples présents à la place, et que finalement ils les avaient soit mis en esclavage, soit éradiqués, et que c'était les ancêtres des Anglais actuels. Donc c'est vraiment le point de départ de l'idée qu'on s'en fait. À l'époque de la fouille du film, c'est l'époque de parution de l'Oxford History of England, qui est le livre d'histoire de référence pour le milieu du XXe siècle en Angleterre, et il dit exactement ça. Il dit voilà, l'histoire anglaise commence avec les anglo-saxons. Donc c'est pas pour rien qu'on a une telle importance de cette tombe et de ce peuple dans l'imaginaire archéologique des années 30. Alors le film met en scène l'intuition du fouilleur Basil Brown, sur lequel on va revenir, l'intuition qui lui fait penser que cette tombe, ce tertre, est antérieure à la période viking, et on voit que dans le paysage archéologique de l'époque, on pense, quand on creuse, on pense soit trouver des restes vikings, soit trouver des restes romains, que c'est un peu les deux pôles, et qu'entre les deux, on ne sait presque rien, on a l'impression de ne rien savoir, et du coup cette découverte d'une tombe anglo-saxonne, elle est retentissante, et on va écouter un bref extrait du film où l'archéologue qui a pris la main sur le chantier, qui s'appelle Charles Phillips du British Museum, dit à quel point c'est important, parce qu'il dit enfin ce sont des gens sophistiqués, ce sont pas des vikings pillards, ce sont des gens sophistiqués, et du coup c'est pour ça que cette découverte est importante. On écoute cet extrait. These people were not savage warriors. These were sophisticated people with incredible artistry. Cette idée qu'on a une valeur plus grande d'un peuple plus sophistiqué, ça reflète aussi un certain état de l'archéologie et de ses attendus idéologiques également. Alors plus idéologique qu'archéologique d'ailleurs, puisque l'hésitation qu'on a tout le long du film, c'est, enfin dans la première partie, même si on a ces intuitions de Basil Brown qui nous dit tout de suite ça doit être ancien anglo-saxon, avec des raisonnements d'ailleurs un peu discutables, mais c'est pas grave, c'est un ressort scénaristique. On a l'hésitation tout le long du film donc entre anglo-saxon et viking. À cette époque-là, des tombes vikings, des tombes bateaux vikings, on en connaît. Et c'est d'ailleurs la référence qu'on a tout le long. On en connaît essentiellement en Suède, autour du Uppsala, avec un site qui est le site de Vendel et un autre site qui est le site de Valsgard. Donc Vendel qui a été fouillé dans les années 1880 et Valsgard qui a été fouillé la décennie avant Sutton Hoo, dans les années 20, et qui ont donné des ensembles mobiliers qui approchent ce qu'on a à Sutton Hoo. Donc on est vraiment sur le même type de structure. Et du coup, c'est un peu étonnant, cette réflexion qu'on a du personnage qui nous dit, mais c'est pas des barbares vikings. Oui, mais en fait, à l'âge de Vendel, donc au 6e, avant l'âge des vikings, mais à la même époque en Suède, on a des corpus et une sophistication quasi similaire. Et c'est là vraiment qu'on voit qu'on est sur un aspect qui est au contraire est idéologique, puisque c'est l'opposition entre l'étranger viking qui est venu. Alors, il faut rappeler aussi, il s'attendait à avoir des vikings, parce que la région de l'Est Anglie, qui sont en train de fouiller, a été fait partie du Danelaw, donc la partie de l'Angleterre qui a été occupée par les vikings, et qui du coup en fait pourrait receler ce type de tombe même si on n'a pas trouvé. On connaît ces tombes anglo-saxonnes en Angleterre aussi. D'ailleurs, c'est mentionné à un moment du film. Il y a 2-3 petits détails qui sont vraiment intéressants parce que il va trouver ces rivets en fer qui vont lui permettre de comprendre qu'on a fait un bateau, et on le voit arriver au musée d'Ipswich, je crois, et montrer l'objet, à dire ouais, est-ce que ils avaient pas trouvé ce même type d'objet à Snape? Snape, c'est un site où on a déjà mis au jour, alors avec moins de mobilier, mais une tombe bateau anglo-saxonne plus ancienne, 5e, 6e siècle. C'est un site qui est à 15 km de Sutton Hoo. Donc, on est sur quelque chose qu'on connaît, on est sur quelque chose qu'on connaît des deux côtés de la mer, mais on est quand même sur une idée nationale. Là, quand il dit c'est des gens civilisés, c'est pour dire ce ne sont pas des vikings qui viennent d'ailleurs, c'est mes ancêtres. C'est cette idée-là vraiment qui revient. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la place toute particulière des peuples anglo-saxons dans l'historiographie anglaise. Pour resituer un peu, l'archéologie a des liens très très compliqués avec le nationalisme. Le nationalisme a nourri l'archéologie et vice-versa pendant tout le 19e siècle et encore plus au 20e siècle. On pourrait parler de Cosina et de l'influence que ça a en Allemagne pour l'adhésion majoritaire des archéologues au nazisme à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale. En Angleterre, on a quand même toujours cette idée de un peuple, une culture,
une culture archéologique, donc un ensemble de mobilier qu'on retrouve toujours ensemble, qui correspondrait à un peuple. Et là, on a vraiment cette idée-là, donc qui est à l'époque, alors avec plus de nuances que Cosina, qui est véhiculée par un chercheur anglais qui s'appelle Gordon Cheld, qui va expliquer tout de même que c'est un peuple, oui, mais c'est pas une race, que les échanges ils se font d'un peuple à l'autre, que le diffusionnisme des peuples ne suffit pas à tout expliquer, mais malgré toutes ces nuances, le poids de l'économie, le poids du contexte technologique ou de l'espace que va amener Child en 1925 dans un ouvrage fameux qui s'appelle L'aube des civilisations européennes, et que clairement tous les personnages qu'on voit dans le film ont lu. Malgré ça, on a quand même toujours cette idée de un peuple, une culture, et là il est vraiment mobilisé dans ce sens-là. On a un discours nationaliste vraiment, alors avec un couvert technologique, avec un couvert culturel, car voilà, ils ont une belle culture, ça joue. Ça reste tout de même ce discours-là. Il faut aussi le nuancer sur un aspect, c'est que si des tombes de cette richesse-là, on n'en a pas encore trouvé en 1930, l'archéologie anglo-saxonne est vieille en Angleterre, elle apparaît dès le 18e, elle est active durant tout le long du 19e siècle. Et finalement, les choses qu'on n'a pas trop trouvées à cette époque, c'est à l'inverse, c'est plutôt les sites brito-romains qui seront fouillés qu'après-guerre, parce que on a mis justement ce focus national sur l'archéologie anglo-saxonne. Alors un nationalisme qui est malgré tout un peu euphémisé dans le film, on le comprend en filigrane, mais il n'est pas mis au centre. En revanche, ce qui est mis au centre, ce sont ces personnages, qui sont des personnages réels, aussi bien Basil Brown, le fouilleur entre guillemets amateur, on va revenir parce que c'est un peu plus compliqué, que les professionnels du British Museum. Ça renvoie à des personnalités qui ont réellement existé, qui ont marqué même l'histoire de l'archéologie britannique. Oui, alors évidemment, Basil Brown, c'est la personne qui est mise en avant et qui est à peu près connue que pour ce fait-là. C'est quelqu'un qui a une carrière d'archéologue. Alors on enjolive tout ça dans le film, bien sûr, il dit que c'est son père, son grand-père qui lui apprennent l'archéologie, qu'il est complètement autodidacte, que c'est la connaissance du sort. Il y a un rapport au terroir, notamment dans la présentation du personnage, qui est très forte. Oui, il est dit qu'une des leçons qu'il enseigne aux jeunes garçons de la maison, c'est que la partie la plus importante du corps de l'archéologue, c'est son nez, parce que c'est avec l'odorat qu'il va réussir à trouver des choses et à sentir l'âge des objets. Ce qui d'ailleurs est contredit ailleurs dans le film, parce qu'on voit que c'est quelqu'un en fait de très érudit, qui a des livres, qui s'appuie sur un savoir constitué, pas juste, il ne va pas au feeling. Il dit d'ailleurs même à Mrs. Plutier, à la propriétaire du terrain, c'est pas le feeling qui doit déterminer le lieu des fouilles. Donc là, le film est un peu ambigu dans sa présentation, il essaie de concilier deux choses. Il essaye en fait de concilier le personnage qui aurait une sensibilité, un rapport, une capacité à tout de suite comprendre ce qu'il a face aux yeux, avec justement l'érudition qui est quasiment tournée en snobisme à certains moments du film des autres personnages, notamment de Charles Phillips. Il reste que Basil Brown, c'est quelqu'un qui est archéologue de profession, même s'il est autodidacte, qui a suivi des cours de géologie, des cours d'archéologie par correspondance, qui est quelqu'un qui est employé, qui travaille sur les fouilles du Muséum d'Ipswich. D'ailleurs, il y a toute cette scène au départ où en fait on vient de chercher, il dit c'est étrange, d'habitude on passe par un musée pour faire la fouille. En fait, dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Edith Pretty est allée contacter le musée d'Ipswich pour mener des fouilles, et le musée d'Ipswich l'a orienté vers Basil Brown, qu'elle a engagé du coup pour mener les fouilles. On est quand même dans cette figure un peu de l'archéologue solitaire, c'est le lonesome archéologue qui arriverait et qui découvrirait tout. Voilà, qui arrive avec son vélo et son équipement dans deux trois sacoches. Il est quand même rattaché à des institutions. Il l'est rattaché, mais parce que c'est son employeur. De même, cette opposition entre lui et Charles Phillips, il y a une vraie opposition entre une archéologie qui s'institutionnalise. Les années 30 sont par ailleurs un moment très fort pour l'institutionnalisation de l'archéologie en Angleterre, notamment parce que c'est le moment où un archéologue très connu qui s'appelle Sir Mortimer Wheeler va créer l'Institut d'archéologie de l'Université de Londres, où sont passés d'ailleurs le couple des Pigots qu'on voit dans le film. Mais on est quand même, ces gens-là sont quand même intégrés. C'est quelque chose qui est très dur à penser de nos jours, alors qu'on est passé par une vague de professionnalisation très forte de l'archéologie, que l'archéologie de cette époque, elle fait intervenir beaucoup d'amateurs, mais qui sont pas isolés. C'est pas des amateurs qui travaillent hors des cadres, c'est pas des amateurs qui travaillent sans interaction avec les institutions. Les grandes institutions archéologiques se nourrissent des découvertes des amateurs et des structures locales, patrimoniales, des structures d'érudition locale. Cela d'autant plus que les grandes structures archéologiques du 19e se sont essentiellement tournées vers l'extérieur, vers la fouille coloniale, internationale, antique, la fouille historique, et que pendant longtemps, les amateurs ou les amateurs éclairés, les autodidactes, les érudits ont été majoritaires sur les fouilles métropolitaines.
Alors ce lien avec l'archéologie plus prestigieuse entre guillemets des civilisations lointaines, il est évoqué dans le film puisqu'il est question de Howard Carter et de la fouille retentissante de la tombe de Toutankhamon en Égypte. Il en est question d'une certaine manière pour rattacher les découvertes faites sur le sol anglais en disant finalement c'est la même émotion qui saisit celui qui découvre au moment d'ouvrir une tombe très ancienne. Il est question de cette émotion de l'archéologue et on imagine bien que pour les personnages qui sont là, la figure de Carter et la figure de cette découverte, elle a été absolument mise en avant par la presse, elle a été fascinante pour le public, elle est présente à l'arrière-plan de tout ce propos. Alors elle est présente, finalement, est-ce qu'elle est présente sûrement pour les archéologues de l'époque, parce que oui, ça a eu un retentissement important. Elle est aussi présente pour le public anglais du XXIe siècle, puisque Sotonou, c'est le Toutankhamon anglais. Là où il y a un parallèle peut-être aussi à faire avec les deux, c'est qu'on est sur des fouilles qui ont changé d'échelle, qui ont changé de méthode aussi. Alors, Toutankhamon, on est sur une fouille qui est pas sédimentaire, mais on a une volonté notamment d'inventaire, de catalogage, d'usage systématique de la photographie pour l'ensemble des objets qui sont mis au jour, d'avoir un processus plus scientifique vis-à-vis des vestiges, qui est présent au milieu des années 20 pour Toutankhamon et qui est aussi présent à Sotonou, qui en fait encore avec bien sûr les méthodes de l'époque, mais une fouille qui est très bien documentée, qui est mieux documentée. Par exemple, on parlait de Vix tout à l'heure que les fouilles du trésor de Vix, qui pourtant prennent lieu 20 ans plus tard. Donc bien sûr, c'est une fouille qui est présente, mais on a toujours cette distinction entre ces fouilles à l'étranger qui vont avoir des moyens, des retentissements, et finalement ces fouilles, et on le voit très bien dans le film, qui ont relativement peu de moyens pour les fouilles métropolitaines. La première année, la campagne de fouilles en 1938 de Basil Brown, c'est un archéologue autodidacte avec 2 ouvriers du domaine d'Edith Pretty. La deuxième année, on commence de la même manière, et finalement c'est quand on s'aperçoit que c'est une découverte majeure qu'on se retrouve avec des moyens conséquents, qu'on se retrouve avec des archéologues d'autres structures qui arrivent sur place. Parlons un petit peu des méthodes employées, des méthodes représentées dans le film. C'est vraiment la partie peut-être la plus passionnante pour vous et pour ceux qui nous écoutent qui s'intéressent à l'archéologie, parce que c'est, on l'a dit, rare de voir un film qui montre la pratique de cette façon-là, une pratique évidemment située dans le temps, mais avec un certain nombre de gestes, un certain nombre de méthodes qui peuvent rester valables. On voit que Basil Brown commence par repérer le site avec on pourrait dire une prospection de surface, en examinant ce qui s'y trouve, en disant, bah voilà, là ce sera propice, là ce sera pas propice, là il y a des voleurs qui ont pu déjà passer au cours des époques antérieures, donc finalement on risque de rien trouver, il vaut mieux aller ailleurs, donc il y a déjà la détermination du lieu des premières excavations. Alors, il y a cette idée de l'analyse de la topographie, elle est présente de longue date dans l'archéologie, elle est présente parce que les antiquaires, avant les archéologues, avant de creuser, regardaient ce qui se passait dans le terrain. Et des anomalies topographiques ont été repérées de longue date, sont mentionnées, y compris par les auteurs de la période moderne, voire très ponctuellement de la période médiévale. C'est quelque chose cette reconnaissance du paysage, elle existe et elle existe toujours aujourd'hui. D'ailleurs, Charles Phillips, qui apparaît dans le film, est notamment connu pour ses travaux de topographie, et un autre archéologue qui est intervenu sur le site, Crawford, que malheureusement on voit pas dans le film si je dis pas de bêtises, et un des pionniers à cette époque de l'archéologie aérienne qui justement va repérer les anomalies du paysage. Là on a quelque chose où il est face il porte une analyse déjà sur les vestiges avant d'en attaquer la fouille, et il porte une analyse à l'échelle du site, alors qu'après finalement c'est à l'échelle du tumulus qu'on va se concentrer. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait si on prend le film chronologiquement, les différentes méthodes archéologiques suivent l'évolution de l'archéologie. Je m'explique. Quand on arrive dans un premier temps, la première chose qu'il va voir, c'est les trous de pilleurs. Donc, alors, je sais plus, il y a une formule. Les flûtes de pilleurs. Les flûtes de pilleurs pour dire que voilà, ils ont creusé un trou pour aller chercher les vestiges. Finalement, les flûtes de pilleurs, c'est les ancêtres de l'archéologie, c'est les antiquaires du XVIIIe siècle qui font un trou à Pompéi ou ailleurs pour descendre à la verticale et aller chercher l'objet sans plus de méthode, et on sort l'objet de son contexte. Un peu plus tard, on a l'attaque de la fouille du premier tumulus par Basil Brown. Et on est en 1938, donc alors 39 dans le film, mais 1938 dans la réalité. Et il y a quelque chose qui est assez génial, c'est que la méthode qu'il met en place, c'est-à-dire créer une tranchée qui va couper le tumulus, qui va l'attaquer par le côté et aller en direction de la chambre, dans le placement de la chambre funéraire, c'est une méthode de fouille qui est décrite en 1849 par un archéologue pionnier des fouilles de tumulus qu'un archéologue danois qui s'appelle Warsa. Et qui nous explique qu'il faut faire une tranchée de 8 pieds de lion pour aller au centre du tumulus, car c'est au centre de la structure qu'on a les choses les plus importantes pour la tombe. Et ensuite, on a la fouille, dont on parlera peut-être un peu après, avec Charles Phillips, qui d'un coup, en fait, vient déployer de nouvelles méthodes. Et la chronologie du film suit l'histoire méthodologique de l'archéologie si on s'amuse à s'arrêter sur ces aspects-là.
Alors la tranchée, ça m'a fait penser évidemment à 14-18. Alors je suis allé vérifier, Basil Brown n'a pas servi dans la Grande Guerre. Ça aurait pu être évidemment une manière de symboliser la tranchée, l'ensevelissement dans la terre à ce moment-là, son destin, mais il a été volontaire pour le service infirmier, n'a pas été mobilisé. Mais évidemment, dans un film qui joue avec la perspective de la Deuxième Guerre mondiale, ça a aussi des résonances que le film exploite. Alors cette tranchée conduit à une première découverte majeure, et c'est en ça aussi que le film est intéressant, c'est qu'il met moins en scène la découverte des objets en or. On le verra à un moment dans le film, mais la première découverte majeure, c'est ce rivet en fer qui indique qu'il y a bien là quelque chose qui a été construit, il y a un navire, il y a un élément donc, qui fait tenir les bordées du navire, ce rivet en fer qui va conduire ensuite au dégagement de toute la proue du navire, et c'est là aussi où on voit l'extrême fragilité du matériau. Il y a une scène notamment où Basil Brown casse un objet parce qu'il a mal jugé son âge. Alors c'est... Bon, le moment où il casse l'objet sert de prétexte à nous expliquer que c'est très ancien et du coup c'est anglo-saxon. Bon, c'est discutable par d'autres aspects parce que le bateau est conservé, mais cet objet-là se casserait la figure. Ce rapport à l'objet, il est primordial dans l'archéologie des années 30 encore. Aujourd'hui, on pourrait dire ce qui est important dans cette archéologie, c'est la couche archéologique. Finalement, l'objet, il appartient à une couche. Le contexte archéologique des années 30, c'est l'inverse. C'est l'objet et il est dans une couche, et la couche est finalement une caractéristique de l'objet, ou un élément qui nous permet de regrouper des objets, mais c'est dans l'autre sens. La typologie des objets est un des piliers bien ancrés à ce moment-là déjà de l'archéologie, d'autant plus ancré que pour nous qui avons des méthodes de datation qui sont apparues plus tard, le carbone 14, l'archéomagnétisme, la dendrochronologie, on est capable de rattacher des vestiges, y compris sans mobilier ou sans mobilier très datant à des périodes. Là, c'est pas le cas. Vraiment, cette scène, elle est très intéressante parce que c'est l'objet qui va permettre de caractériser la culture, qui va permettre de le situer dans le temps. On aura tout un aspect aussi avec les pièces un peu plus loin dans le film qui jouent. Et sur la question de la fragilité des vestiges, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est on n'explique jamais dans le film, on dit qu'on a affaire à un bateau. Quand on voit les photos d'époque, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas tant un bateau que l'empreinte d'un bateau. D'ailleurs, c'est le terme qui est utilisé dans la documentation, y compris des personnes qui ont mené les fouilles. Et on voit bien cette empreinte rythmée par tous ces rivets qui viennent tenir les bordages qui sont montés à clin, qui sont d'ailleurs exactement le même type de technique qu'on retrouve dans les fouilles des tumulus de l'âge de Wendel qu'on évoquait un peu plus tôt. Et vraiment, c'est cet objet qui va permettre de comprendre le site. Ça, c'est très bien montré. C'est très bien montré parce qu'il arrive et il fait référence. Et en plus, il fait vraiment référence à un autre site, à celui de Snape. Un peu plus tard, il fera référence à un autre bateau viking qui est celui d'Osberg, qui est un peu plus tardif. Mais on voit vraiment ce jeu de la typologie de l'objet, le lien avec un autre site et les datations croisées que cela permet. Je reviens un instant sur cette fragilité, c'est aussi ça qui explique qu'à plusieurs reprises on voit des personnages dans le film dire il faut pas être trop lourd, il faut faire attention où on marche. La conscience de la fragilité du site, là aussi ça tranche avec les pratiques des antiquaires et des premières fouilles, mettons, de Pompéi dans les années 1740, où si on trouvait une belle amphore ou une belle fresque, finalement détruire l'environnement n'était pas forcément embêtant. Là, on fait quand même très très attention, il y a ce souci de préserver tout ce qui peut l'être et de faire attention où on marche, de faire attention au poids. Il y a un personnage qui fait une remarque très misogyne en disant heureusement que Monsieur Pigot n'a pas épousé une fille trop grosse, une truie, ce qui est évidemment très, très déplaisant et ça joue un rôle dans le film, ça dit quelque chose du rapport homme-femme de l'époque, dans le milieu archéologique aussi. Donc cette fragilité, on en a conscience dans ces années 30. Alors on en a d'autant plus conscience que on est dans une période de mutation des techniques archéologiques, avec cette idée que il faut documenter le contexte de fouille de façon la plus exhaustive et de façon la plus rigoureuse possible. Que finalement il y a la documentation d'un côté et l'interprétation de l'autre. Alors jusque-là, les deux étaient quand même très mêlés, qu'en fait on peut documenter de façon exhaustive un site, toutes les couches, tous les objets, en les localisant, même ceux les moins intéressants ou ceux que l'archéologie délaissait jusque-là, en essayant de faire des coupes stratigraphiques systématiquement, même si c'est pas le cas dans le film, on n'en voit pas. Et c'est intéressant parce que une des personnes qui porte cette conscience et cette mutation des pratiques archéologiques à l'époque, c'est Sir Mortimer Wheeler et sa femme Tessa, dont on parlait tout à l'heure, et qu'on sait que le couple Pigots font partie de la première génération des étudiants qu'ils forment en archéologie au milieu des années 30, en 1936-1937, à l'Institut d'archéologie de l'Université de Londres. Donc on sait que les personnes qui sont présentes sur le site sont sensibles aux évolutions qui sont à la pointe de l'archéologie de cette période et mettent en œuvre ces pratiques. Et on le voit, alors
on a cette question de la fragilité, du fait que du coup il faut qu'on documente au maximum, puisqu'on peut on peut se planter sur l'interprétation, mais si la documentation est bonne, l'interprétation sera à nouveau possible derrière. On le voit pas dans le film, c'est dommage, les méthodes d'enregistrement apparaissent quand on regarde les photographies anciennes. On le voit sur le fait que par exemple ils ont des grilles de relevés qui vont utiliser je vous incite à aller voir les photographies sur le site du British Museum et de Sutton Hoo. On a énormément de photographies de la fouille et on les voit avec ces carrés de relevés qui sont posés pour bien tout localiser, le moindre objet. Alors on n'en est pas encore au stade où on va mettre les limites de couches archéologiques comme on le ferait aujourd'hui, mais on a quand même une volonté de documentation exhaustive et du coup de prendre soin. On a conscience de la décomposition de ces objets-là, on a conscience du fait que le maître au jour va les décomposer d'autant plus rapidement, on a des capacités de consolidation et de stabilisation qui sont très très loin d'être les nôtres aujourd'hui, et on en a conscience. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas de volonté de passer sous le bateau, alors c'est aussi un choix parce qu'ils veulent, c'est pas la chose la plus intéressante, de leur point de vue à l'époque, on n'aurait sûrement pas le même jugement aujourd'hui, mais il y a aussi cette idée de fragilité qu'il faut pas trop qu'on y touche, qu'on le dégrade. Il faut aussi bâcher le site quand il pleut, ce qui est pas si rare finalement dans la campagne anglaise. Donc ça, c'est une scène vécue. J'imagine que vous avez été sur des chantiers, c'est des choses qui arrivent. Si vous faites un tour sur Twitter, la scène qui a fait probablement le plus réagir tous les archéologues, et je pense bien au-delà de la France, c'est celle-là. Puisque oui, évidemment, sur le terrain, ça fait partie du quotidien de devoir bâcher et débâcher. Y a beaucoup de petites choses comme ça, de petits détails qui vont parler aux archéologues dans le site. Alors ce détail-là, il peut paraître un peu trivial, mais il note quand même une conscience de la part des gens qui ont fait le film de recréer une réalité documentée qui est vraiment intéressante. On le voit aussi dans le matériel de fouille qu'ils utilisent. Si on regarde un peu ce qu'on voit traîner sur le chantier dans les différentes scènes, notamment les scènes de découverte d'objets, on a des truelles qui sont sensiblement les mêmes que celles qu'on va utiliser sur les chantiers aujourd'hui. On a des pelles qui servent à ramasser la terre, qui sont des pelles à charbon larges ou étroites, qui sont exactement les mêmes que celles que on utilise aujourd'hui. On a des petits balais qui sont les mêmes. Les seaux sont pas exactement du même type, mais on est sur les premiers seaux en plastique. On retrouve les mêmes choses. Les jalons qu'on voit posés parfois sur le bord des bermes sont, à une différence de couleur près, les mêmes que ceux qu'utilisent les Anglais aujourd'hui pour les fouilles dans le sud de l'Angleterre. C'est un film qui est aussi intéressant dans la mesure où il met en scène des tensions qui sont constitutives sur la longue durée du travail archéologique, tensions professionnelles, amateurs, ou même amateurs semi-professionnels comme Basil Brown ici, entre hommes et femmes, entre chefs de chantier, petites mains sur la fouille. Donc il y a toutes ces tensions qui apparaissent. Peut-être qu'on peut commencer par celle entre ce que désignent les deux mots finalement employés à l'époque, excavator, celui qui va faire les fouilles, qui va creuser, et archéologue, celui qui va interpréter comme dans un partage des tâches qui est mis en scène dans le film, dans ce petit extrait que je vous propose d'écouter. Is this your work? Yes, I'm Basil Brown, excavator. Well, Basil Brown, excavator. I am Charles Phillips, archaeologist. Voilà, excavateur, archéologue. Donc là, on a bien quelque chose qui intervient dans le film relativement tôt, puisque lorsqu'on se rend compte de l'importance de cette fouille, eh bien, on va faire venir des gens du British Museum qui vont avoir la tentation d'écarter les chercheurs dits amateurs et surtout dits provinciaux, en fait, les chercheurs locaux du musée d'Ipswich, et dire, voilà, c'est d'une telle importance qu'on ne peut pas se permettre de laisser ce site majeur aux mains de gens qui n'ont pas les compétences requises. Alors cette différence d'ailleurs entre des chercheurs qui viennent de Londres, alors pas exactement de Londres parce qu'en fait Charles Phillips n'est pas membre du British Museum à l'époque mais d'un collège de Cambridge. Avec l'opposition, elle se fait plutôt avec le musée d'Ipswich en fait. Quand on regarde l'historique de la fouille, quand on regarde les rapports entre les différents intervenants sur le temps long, on s'aperçoit que cette tension elle est plus entre une archéologie régionale portée par des musées de moindre importance et une archéologie centrale qui est dans le centre des évolutions, donc avec des gens comme Phillips mais surtout comme Crawford, comme le couple Pigots ou comme Mortimer Wheeler dont on parlait tout à l'heure. Finalement, elle se joue presque plus là dans la réalité et quand on regarde la documentation d'époque, Basil Brown en fait est mis un peu en retrait sur ces questions-là. Le film entend d'ailleurs clairement le réhabiliter. Il est dit à la fin du film qu'enfin son nom figure à côté des objets exposés au British Museum. Voilà que le film, il est là aussi pour réparer un oubli en quelque sorte et inscrire son nom parmi les gens qui ont découvert et pas uniquement les noms de ceux qui ont fini par interpréter les données qu'il avait mises au jour. On a cette trame classique du mandarin qui arrive et qui vient s'approprier une découverte et qui a un schéma pas classique mais qui vient à l'esprit dans beaucoup d'histoires d'archéologie de façon fondée ou infondée d'ailleurs.
L'opposition aussi entre l'archéologue qui dirige tout et qui a le savoir scientifique académique et l'excavator de terrain, elle correspond aussi à une archéologie de l'époque, à une archéologie coloniale, à une archéologie où finalement l'archéologue en chef analyse mais ne se salit pas les mains, qui est finalement éloignée de l'archéologie qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, mais qui l'est finalement pas tant que ça, puisque quand on compare à ce qui se passe aujourd'hui, Basil Brown finalement c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a un savoir, qui a une pratique du terrain, qui a ce qu'on appellera un technicien de fouille archéologique aujourd'hui, donc qui est capable d'analyser sur le terrain. Et puis on va opposer la personne qui dirige et qui va rédiger, qui va publier derrière, et qui sont encore des oppositions qui peuvent être fortes par endroits, même si évidemment là elles sont accentuées elles étaient plus fortes à l'époque et puis elles sont accentuées pour le propos du film. Autre tension sans doute importante, on a reçu il y a peu de temps à ce micro Isabelle Algrin pour un livre sur l'archéologie du genre auquel avait contribué Laura Marie, qui a créé Pays Tatruel et qui dénonce les formes de sexisme sur les chantiers, etc. Bien là, on a des remarques sexistes, comme on l'a dit tout à l'heure. On a une femme qui vient fouiller, qui est l'épouse de l'archéologue Pigott, et on comprend bien quand elle arrive que l'archéologue en chef n'a pas lu l'article qu'elle a écrit, qu'elle lui a envoyé, et qu'elle est là finalement comme petite main et pas du tout pour ses compétences intellectuelles. Alors c'est d'autant plus choquant, je trouve, que pour le coup c'est probablement quelque chose qui est tiré du roman. On a sûrement vu l'époque un sexisme assez fort sur le terrain, mais on est dans un milieu où des femmes archéologues sont présentes depuis un moment, sont présentes de longue date, sont à la pointe des compétences. Si on retient par exemple les noms des principaux archéologues de l'époque et de ceux qui font avancer la discipline, exactement à ce moment-là, on a Kathleen Kenyon qui est une disciple de Wheeler, qui est à la pointe de la recherche. On a Tessa Wheeler, Peggy Pigott qui est présentée comme une jeune étudiante toute fraîche diplômée. Alors elle est diplômée de 1936 à ce moment-là. En réalité, c'est quelqu'un qui est à la pointe de la recherche. C'est quelqu'un qui vient de l'école de pensée et de l'école méthodologique la plus en pointe de l'archéologie, reconnue comme telle, qui vient des centres de savoir académiques. Donc c'est presque à se demander si le trait est pas grossi par le film. Ce qui est un peu embêtant, d'autant plus que si le film l'a grossi le trait et montre un sexisme très fort, alors il est sûrement présent à l'époque, ne nous l'aurons pas là-dessus, il gomme complètement d'autres personnages féminins acteurs de cette fouille, puisqu'on a deux personnes qui sont importantes, qui sont Mercy Lack et Barbara Wagstaff, qui sont les photographes de la fouille, qui nous ont livré plus de 400 photographies, et qui sont complètement gommées au profit d'un personnage masculin avec qui Peggy Pigott a une histoire d'amour. On passera sur le fait que Peggy Pigott se séparera de son mari qu'après-guerre et qu'a priori il s'est pas passé grand-chose sur cette fouille, mais c'est anecdotique. Disons que c'est un peu dommage, il y aurait eu quelque chose à faire sur le fait qu'il y a des femmes moteurs dans l'archéologie des années 30 en Angleterre, plus qu'ailleurs, plus qu'en France à la même époque, plus qu'en Allemagne à la même époque, et dont on a retenu les noms, dont on apprend les noms aujourd'hui aux étudiants, et c'est un peu dommage de devoir résumer ça à ça. Alors bien sûr on a ce détail, elle arrive en parlant d'un article qu'ils ont pas lu, moi ça m'a bien fait penser aux chevaliers paysans du lac de l'an 1000 quand elle parle de ces lacs bulgares, c'est un peu cette idée-là. Faut penser que Peggy Pigott, la même année, c'est quelqu'un qui mène une mission sur les cercles de pierre du Dorset, qui fait de l'inventaire archéologique de terrain, qui publie par ailleurs, qui annonce les découvertes, etc. Dernière tension qui est très intéressante, d'autant plus quand on est en France et qu'on n'a pas le même rapport à la fouille, à la propriété des fouilles, c'est celle entre le propriétaire du terrain, la propriétaire en l'occurrence, Miss Pretty, et puis le British Museum qui veut s'approprier les objets, elle finit par lui donner, mais ça ne va pas de soi, c'est pas automatiquement propriété nationale ou publique, et donc là, ça nous éclaire aussi sur un certain rapport au matériau archéologique une fois qu'il est mis au jour, à qui est-ce qu'il appartient. Alors, c'est vrai qu'on a une tradition de common law en Angleterre qui, évidemment, est pas similaire aux traditions juridiques qu'on a en France, notamment dans la place de l'État et de l'État jacobin centralisateur. On est face à une grande bourgeoisie rurale, donc en plus ça accentue ce rapport à la propriété, de la découverte, elle appartient, c'est son terrain, sa terre. En Angleterre, on est à cette époque sur un régime de propriété où c'est le propriétaire du terrain à qui appartient le bien. C'est sensiblement, c'est des choses qui sont pas très éloignées en France, même s'il y a eu des lois en 1887 avec des tentatives en 1910-1913. Les grandes lois sur le contrôle de l'archéologie en France, c'est 1941 et 1945, avant le cadre actuel de la profession. Mais c'est vrai que pour nous c'est surprenant puisque en France,
surtout depuis la loi sur le patrimoine de 2016, l'archéologie est un bien commun et est conçue dans le cadre de la loi comme un bien commun. Là, on est vraiment sur cet enjeu de c'est sur son terrain, donc ça lui appartient, donc c'est à elle de décider quoi en faire. On a quand même cette idée dans le film qui passe qu'il y a une enquête à un moment pour éclaircir le contexte de découverte, pour éclaircir l'intérêt des pièces et pour savoir où ça va aller. Ce qui est vrai par contre, c'est que oui, au final, le terrain lui appartenait et qu'elle a eu la possibilité de faire ce qu'elle voulait ou presque du mobilier, du trésor de Sotonou, et qu'elle a choisi d'en faire don au British Museum. Alors c'est quand même une grande importance parce qu'en France, vous l'avez dit, on ne peut pas fouiller soi-même n'importe comment et surtout pas garder n'importe comment les produits d'une fouille. C'est important à rappeler parce que régulièrement, les médias se font écho avec pas mal de complaisance de fouilles dites sauvages, d'opérations de captation. Récemment, il y a quelqu'un qui a été arrêté ou en tout cas inquiété par la justice pour avoir illégalement à la fois fouillé, transporté des pièces de l'autre côté de la frontière belge, etc., pour s'approprier des éléments sortis d'une fouille dite sauvage. Donc c'est important de rappeler quand même que c'est une bonne chose qu'il y ait ce cadre législatif qui protège les sites parce que les amateurs, chercheurs de trésors, entre guillemets pilleurs, effectivement, lorsqu'ils interviennent sur un endroit, ça détruit les couches, ça empêche de contextualiser, ça détruit du savoir. Oui, on a vraiment un rapport au patrimoine, si vous voulez. Quand on reprend l'historique, ce que je disais tout à l'heure de l'histoire de l'archéologie, on a le stade 0 qui est celui dont on sort l'objet de son contexte, puis le stade final qui est celui de la fouille stratifiée, documentée, qui fait qu'en fait l'objet n'est plus tant intéressant en soi que par son contexte, par son lieu de production, par son lieu d'utilisation, par les autres objets auxquels il est associé, par son contexte stratigraphique. C'est ce qui fait l'intérêt de l'objet, et c'est ce qui fait vraiment la différence entre les antiquaires et les archéologues. Si on devrait, alors, il y en a beaucoup d'autres, mais si on devait trancher par une seule différence, c'est peut-être celle-là qui est la plus forte dans les pratiques aujourd'hui. En France, on a une loi qui est très contraignante, qui interdit le pillage, notamment l'usage de détecteurs de métaux, dans cette idée que l'archéologie, l'objet et le contexte de l'objet font partie du bien commun, font partie du savoir commun. En Angleterre, le choix était totalement différent puisque on a une loi qui s'appelle le Treasure Act qui permet en fait d'utiliser des détecteurs de métaux et d'aller piller, en fait, creuser, extraire les objets de leur contexte et finalement casser le site archéologique à condition que ce soit déclaré, voire racheté par des musées. D'ailleurs, le seul équivalent qu'on connaisse en mobilier archéologique qui s'approche de Sotonou, c'est le trésor du Staffordshire, qui a été découvert en 2004 dans ce contexte-là de pillage, donc sans contexte archéologique. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les jeux d'opposition, on a cette opposition un peu artificielle entre amateurs et archéologues mandarins, qui est un argument qui est très très souvent employé et mobilisé par les pilleurs et les détectoristes pour dire non mais attention, nous on découvre les sites et finalement c'est les grands mandarins qui viennent s'approprier les découvertes et contrôler, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit, il y a une série qui s'appelle The Detectorist qui a été diffusée sur Arte il y a pas longtemps qui nous montre bien, c'est un peu une culture très populaire, amateur d'un côté et puis des grands mandarins de l'autre. Ce qui est évidemment pas fondé dans l'archéologie actuelle, d'autant plus que n'importe qui peut participer à des fouilles archéologiques programmées en tant que bénévole en faisant la demande. Mais c'est quand même ce motif pour dire à quel point il est ancré dans l'imaginaire collectif de l'archéologue qui finalement viendrait tout contraindre, viendrait tout savoir. Et voilà. On s'aperçoit que même quand on regarde le cas de Sotonou, quand on regarde ce qui s'est passé, les individus qui ont travaillé sur place, que ce soit Basil Brown, que ce soit le musée d'Ipswich ou Charles Phillips et les Pigots, en fait, ont quand même retravaillé en relative bonne intelligence et que ces fractures étaient pas si fortes que ça. Reste que le rapport à la propriété, au bien et au bien commun est différent de part et d'autre de la Manche et que ça se sent encore aujourd'hui dans les approches du patrimoine et dans les approches de la protection du patrimoine. Dans un film qui met en scène des gestes archéologiques qu'on n'a pas souvent vu à l'écran, moi il y en a un que j'avais vraiment jamais vu, c'est le moment où la fouille est comblée, où on dit voilà, pour protéger le site, il faut le re-remplir de terre, il faut protéger, on met des grandes feuilles et du végétal, et puis ensuite on vient combler. Alors ça, vraiment, ça m'a surpris de voir ça. Ça doit être évidemment plus courant qu'on ne le pense. C'est ce qui s'est passé à Sotonou. Est-ce que c'est quelque chose qui est régulier sur des sites comme celui-là ? Alors, sur des sites qui sont amenés à être refouillés ou à être protégés, oui. Une partie de l'archéologie française aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'archéologie programmée, donc des sites qui ne sont pas menacés, qui sont fouillés uniquement à des fins scientifiques, à but de recherche, souvent année après année avec des bénévoles et des étudiants l'été. Et évidemment, c'est des sites dont on va reprendre la fouille. Cette protection, alors, est-ce que c'est le cas à Sotonou ? Est-ce que cette protection, elle est là pour envisager de continuer les fouilles ?
Probablement pas, il va falloir très longtemps un certain temps pour que les fouilles reprennent à Sotonou, mais on a à la fois cet aspect-là, cette possibilité de reprendre, et puis c'est l'intérêt de pouvoir de protéger, c'est-à-dire que on a le mobilier qui est important à cette époque, qui est retiré, et puis les couches archéologiques sur lesquelles on a peut-être un peu moins d'intérêt à l'époque, le bateau qu'on sait pas prélever, contrairement aux bateaux des tombes qui sont maintenant au musée d'Oslo par exemple. On est obligé de protéger parce que le site va se dégrader. Si on veut le conserver in situ, on n'a pas le choix. Comme on ferait des réserves archéologiques. Après, il faut aussi penser que Sotonou, c'est pas un site, enfin c'est un site dans son ensemble, et que le tertre qu'on voit dans le film est une partie du site, une sépulture parmi d'autres, parmi des tertres qui ont été fouillés avant, parmi d'autres qui sont fouillés après. Et puis y compris ce tertre-là, puisque on voit Basil Brown le reboucher, mais il faut penser que dans les années 60-70, c'est un tertre qui a été réouvert pour être fouillé avec l'avancée des méthodes, avec des méthodes stratigraphiques plus pointues, et que c'est un site où en fait les archéologues sont revenus plusieurs fois. Alors, une seule fois sur le tertre lui-même, mais jusque dans les années 2000, on a eu droit à des fouilles sur place, soit des fouilles à but purement de recherche, et puis dans les années 2000, sur des fouilles préventives sur le site qui allait accueillir le centre d'accueil et le centre de médiation de Sotonou, et qui nous permettent de voir un cimetière dans son ensemble, avec l'évolution des pratiques funéraires sur le temps long, et plus uniquement cet individu, cet objet, cette sépulture sortie de son contexte. On l'avait un petit peu évoqué dans ce podcast en parlant d'Alésia et en parlant aussi il y a pas longtemps avec Annick Louis de Heinrich Schliemann. Finalement, on se rend compte de plus en plus, il y a eu l'an dernier l'exposition au Musée d'Archéologie nationale qui a donné lieu à un catalogue, que on peut relire aujourd'hui des résultats de fouilles anciennes, celles de Schliemann, celles d'Alésia sous le Second Empire, celles par exemple de Sutton Hoo dans les années 30, et qu'il y a finalement une part de l'histoire de l'archéologie, de l'histoire du savoir qui peut s'écrire en reprenant des comptes rendus, plus récemment des photographies, des plans, des etc. Il y a finalement tout un chantier de recherche qui n'est pas dans le sol, mais qui est dans les archives des archéologues eux-mêmes. Alors oui, on pourrait faire d'ailleurs une parenthèse sur le fait que l'archéologie traite des sujets de plus en plus récents, et que l'archéologie aujourd'hui, en traitant jusqu'à la Première Guerre mondiale, traite des sujets et des objets qui sont plus jeunes qu'elle. Donc c'est cette question du rapport au temps de l'archéologie est intéressante, c'est la présence du présent, du passé dans le présent. On va regarder les archives de fouilles, on va regarder les rapports pour comprendre comment on fouillait à l'époque. Il y a une citation qui est succulente parce qu'elle est exactement de la même année que la fouille de Sotonou, qui est une citation de Kathleen Kenyon, qui nous explique que les méthodes de fouille de l'époque sont pratiquement jamais mentionnées dans les publications, et que finalement il y a que les personnes qui ont passé du temps sur les fouilles qui en ont une idée, que les rapports scientifiques en fait n'évoquent pas ça, et que c'est sous-entendu parce qu'on se parle d'archéologue à archéologue. Nous c'est compliqué, moi je me suis posé la question en regardant le film, est-ce que la fouille elle est arbitraire, est-ce qu'elle est stratigraphique, est-ce qu'il y a des coupes, etc. Il y a des questions auxquelles je suis pas capable de répondre. Alors j'ai bien des idées parce que je sais que parmi les gens qui sont présents sur la fouille, il y a des gens qui sont à la pointe de la recherche et on est sur un moment de mutation, notamment du travail stratigraphique et du système de traitement, mais il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Par contre, il y a quelque chose qu'on voit, c'est la place de la photo. Alors elle a un ressort scénaristique, mais on voit énormément de photos être prises, et un des intérêts de la photo archéologique aujourd'hui, de la photo de fouille, alors la photo elle est soit descriptive, c'est-à-dire elle va prendre l'objet dans son contexte, soit documentaire, elle va documenter la fouille. Un des intérêts qu'ont ces photos archéologiques, qui sont très nombreuses, la photographie accompagne vraiment depuis les années 1850 l'évolution de l'archéologie, c'est qu'elles nous permettent de donner à voir des pratiques de fouille qui n'ont pas été documentées nécessairement. Quand on prend des rapports de fouilles ou des publications des années 1890, 1910, 1930, on n'a pas nécessairement un chapitre méthodologique comme on en aurait aujourd'hui qui nous expliquerait. Et des travaux comme ceux d'Annie Sayel sur l'archéologie romaine et la vision qu'on peut avoir de l'archéologie romaine ancienne par les photographies nous montrent bien que c'est un moyen de documenter les pratiques et de faire une histoire, une historiographie, une histoire des pratiques méthodologiques archéologiques. Et du coup, d'avoir un regard critique sur les résultats que cette archéologie nous apporte, puisque sans ce regard critique, c'est des résultats, des datations, des contextes qu'on va avoir du mal à mobiliser pour les études actuelles. Donc on est obligé de reprendre tout ce cheminement et ce questionnement sur les pratiques méthodologiques de l'époque pour reprendre la stratigraphie, pour reprendre les découvertes et pouvoir ou non les mobiliser, ou en tout cas les questionner.
Merci beaucoup. On rappelle que le film de Dig a été finalement aidé aussi par les équipes du British Museum et que donc il y a toute une série d'articles, notamment sur leur site, qui expliquent un petit peu comment ils ont fait. Donc on peut conseiller d'aller voir cela. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture ou un conseil de visionnage que vous voudriez donner pour ceux qui nous écoutent pour prolonger un petit peu notre discussion? Pour comprendre vraiment ce qui se joue dans l'évolution au moment de Sothonou, il faudrait relire un autre archéologue fameux, Edward C. Harris, qui écrit dans les années 70 un ouvrage dont on trouve le PDF en ligne, on pourra le mettre en dessous du podcast, qui s'appelle Principe de la stratigraphie archéologique, et qui est intéressant parce qu'en fait, dans ses premiers chapitres, il rappelle toute cette évolution, toute cette mutation technologique qui prend place dans les années 30 et qui porte un éclairage du coup très intéressant sur cette fouille de Sothonou quand on la revoit avec cette évolution-là en tête. Merci beaucoup, on mettra le lien effectivement sur le site Parole d'Histoire. Merci, et donc si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille de voir Dig. Si vous l'avez vu, on espère que ça a pu vous donner quelques éclairages. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.